Alors, je vais vous faire une petite présentation sur le design thinking. C'est une présentation que j'appelle Design Thinking 201 parce que ça s'adresse à des gens qui en ont fait un peu, ou en tout cas, ça s'inscrit dans une conversation où vous en avez fait un peu. C'est une présentation que j'ai faite avec Simon Bourdeau après avoir fait plein de recherches ensemble. On a présenté ça à Québec en octobre l'année dernière. Alors, ça s'appelait le Design Thinking, Superpower ou juste une mode. Alors, d'abord, pensons un petit peu à qu'est-ce que c'est Design Thinking. Là, je sais que ça va avoir l'air évident, mais comme c'est quelque chose qui est absolument très répandu, je pense que c'est important de retourner à la définition originelle. C'est-à-dire que c'est une approche à l'innovation qui est centrée sur l'humain et qui s'inspire de la boîte à outils des designers, laquelle approche intègre les besoins des personnes, des possibilités de la technologie et les requis d'affaires. Alors, c'est comme, alors imaginez un diagramme de Venn qui fait avec des gens, la technologie et puis les vues de l'organisation. Avant d'aller plus loin, là, j'aimerais ça que vous écoutiez ce truc-là. The Deep Dive, c'est une émission qui a été enregistrée, mon Dieu, je pense en 98 ou en 99, il y a 20 ans. Et puis, c'est passé à ABC, c'était à 60 Minutes. J'aimerais ça que vous preniez le temps d'aller voir ce truc-là en cliquant sur le lien ici ou en tapant de Deep Dive sur YouTube. Ça dure 8 minutes. Ça, pourquoi je veux que vous ayez voir ça? C'est parce que c'est le moment où l'Amérique, les États-Unis, l'Amérique du Nord, a découvert le design thinking. C'était quoi la promesse du design thinking? Alors, c'est un reportage de 8 minutes sur IDEO, qui est une boîte, une agence de design américaine super connue qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le UX et dont les partenaires ont développé les premières moutures de ce qu'est le design thinking. Alors, quand les gens d'entreprise ont vu ce truc-là le dimanche soir à leur télévision, ça a été instantané. On dit, j'en veux. Moi aussi, je veux du design thinking. Et puis, ça a parti une mode qui est pas une mode, en fait, qui est encore là puis qui est encore pertinente. Mais, alors, pour des raisons historiques, pour des raisons aussi de contexte, moi, j'aimerais ça que vous fassiez une petite pause dans cette vidéo-là. Allez chercher le Deep Dive ABC. Allez voir, ça va être comment IDEO fait du design thinking. Et puis, si vous regardez dans les PowerPoint que j'ai mis sur Zone Court, ben, vous allez avoir le lien directement. Alors, on se revoit dans 8 minutes. Bon, puis, comment vous avez aimé ça? Généralement, c'est vraiment intéressant. J'imagine que certains d'entre vous l'aviez déjà vu ou il y a probablement quelque chose de familier là-dedans. On va en parler plus en plénière, mais je voulais vraiment que vous regardiez ça. Puis à partir de là, alors IDEO a créé un immense buzz. Puis à partir de là, ils ont développé un exercice qui s'appelle The Wallet Project, dont on voit la page couverture ici, qui est une introduction au design thinking pour que les gens ne fassent pas juste en entendre parler, mais qu'ils l'essayent par eux-mêmes. Et puis ça, c'est une introduction merveilleuse parce que ça fait passer par toutes les étapes. Ça nous explique d'abord quelles sont les règles à suivre. Alors d'abord, il ne faut pas juger, on encourage les idées folles, on construit avec les idées des autres, on reste concentré sur le sujet, une conversation dans le groupe à la fois, on parle, on communique de manière très visuelle parce que quand on communique de manière visuelle, il y a beaucoup de choses qui sortent, pas juste des mots, il y en a beaucoup plus. Et puis on communique de manière visuelle et écrite pour que ça appartienne à tout le groupe. Et puis on se force à produire beaucoup d'idées, pas juste la meilleure idée. Euh, Puis ça, ces règles-là, je vais vous demander de les appliquer quand on va faire du design thinking en cours aujourd'hui. Donc, voici essentiellement les 5 phases selon IDEO du design thinking. Je n'ai pas présenté les nôtres, je présente les leurs parce qu'on est dans leur monde en design thinking, c'est-à-dire dans l'empathie. Ben, ça ressemble aux entrevues que vous avez faites.
Define, c'est définir le problème. Alors, avec les entrevues, on les a analysées. Vous avez eu des flashs, des connaissances profondes à partir de ce que vous avez entendu. Vous avez fait déjà un design brief. Tout ça, ça se passe à ce moment-là. On arrive dans l'idéation. Ben là, il va y avoir évidemment de l'idéation. Il va y avoir un retour avec le client sur les idées qu'il a eues. Il va probablement avoir une deuxième idéation qui va être une idéation de synthèse. On va prototyper le concept un peu plus loin. Puis, il va y avoir encore un autre retour avec le client. Toutes ces étapes-là que je vous ai dit, le Wallet Project, leur exercice magique, il faut faire, le IDEO à travers le Wallet Project fait faire toutes ces étapes-là en 90 minutes. Comme ça, des gens qui ne connaissent pas le Design Project peuvent y goûter rapidement. Et puis là, si vous vous demandez, oui, mais pourquoi on ne le fait pas, il y a une question de temps, mais en classe, posez-moi la question encore une fois, puis je vais vous dire où vous pourriez le faire facilement, et puis on pourra en parler. Alors, comment ça se passe? C'est que oui, il va y avoir un brainstorm, après ça, il va y avoir un prototypage. Le prototypage, c'est pas nécessairement un prototypage d'interface très beau, c'est vraiment le concept, l'idée générale, là, parce que c'est un wallet, donc un porte-monnaie, et ça peut être prototypé de toutes les manières. Ça, c'est ceux qui étaient les plus physiques, mais évidemment, dans ces idées-là, il y a 1000 porte-monnaies numériques qui sortent. Puis, généralement, ça finit par avoir l'air de quelque chose d'aussi joyeux que ça, là. Ceci étant, le design thinking n'a pas que des adeptes. Il y a aussi des gens qui trouvent que c'est un petit peu too much, particulièrement des designers, des gens qui sont formés en design comme moi, mais qui comme moi, contrairement à moi, trouvent que d'ouvrir le design comme si c'était facile, comme si c'était fait pour n'importe qui, je trouve ça un peu ordinaire. Alors, Natasha Jen, qui est une super designer qui travaille à New York chez Pentagram, a expliqué dans une conférence en 2017, Design Thinking is bullshit. Alors, et puis là, elle explique pourquoi un petit peu. C'est que sa définition du design thinking, c'est une manière de packager, de mettre en boîte les manières de travailler des designers pour que des gens qui ne sont pas formés en design puissent utiliser des codes et puis des processus de manière très prescriptive. Alors, de manière très étape par étape. Comme si être créatif, ça pourrait se faire étape 1, étape 2, étape 3, et puis comme si ça pouvait être applicable à n'importe qui et à n'importe quel problème. Ça, la réalité, c'est qu'il y a une espèce de flou artistique. Puis ça nous amène à la slide suivante, c'est-à-dire qu'à ce point-ci, j'aimerais ça que vous preniez une pause. Si vous écoutez ça en équipe, prenez une pause et puis parlez entre vous parce que je vais vous demander plus tard, quand on va être en plénière, la question suivante. C'est quoi la différence entre le design thinking tel qu'il est présenté dans le Wallet Project, le design thinking tel que IDEO le présente dans le deep dive, dans l'entrevue d'il y a 20 ans, mais qui est encore très, très actuel, et puis le design thinking que vous risquez de faire dans votre entreprise ou qu'on risque de faire dans le vrai monde. Alors, c'est quoi la différence entre ces trois affaires-là? Le vrai monde, le Wallet Project et puis ce que vous avez vu organisé par IDEO. Prenez une pause encore une fois, parlez-en en équipe. Donc, une autre des critiques du design thinking, c'est que design thinking is killing creativity. OK, alors ça, cette critique-là, c'est encore par des designers qui disent que à faire croire qu'on peut faire du design thinking, le danger, c'est qu'on aplatisse la créativité à des étapes parce que alors, la première fois qu'on l'applique, hey, c'est super, c'est bon, on ne maîtrise pas vraiment. À mesure qu'on le maîtrise, à mesure que quelqu'un va l'inclure dans les processus de l'organisation, il y a des grosses chances qu'ils disent « Ah, ce qu'ils ne comprennent pas, ils l'effacent, ils l'enlèvent », jusqu'au point où est-ce que ils lui coupent les pattes, en fait, et les ailes. Puis là, on se fait croire qu'on fait du design thinking, mais en fait, on ne va pas nulle part, on ne fait pas lever, c'est pas assez divergent, c'est pas assez riche comme design thinking. Puis ça, c'est un risque. C'est pour ça que je veux que vous,
dans ma classe, vous appreniez à faire du design thinking de la bonne manière. Puis on va en reparler. Cette présentation-là, c'est vraiment juste une introduction. Puis là, ça nous amène à parler un petit peu des types d'innovation. Selon les auteurs, il va en avoir plusieurs différents types d'innovation. Moi, j'ai gardé 3 qui nous concernent le plus, c'est-à-dire l'innovation incrémentale ou innovation de soutien. Ça va être une innovation qui fait des petits pas qui sont un peu prévisibles. C'est pas une innovation marginale parce que des fois, avec ces petits pas-là, on fait des grands changements. Mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est qu'elle est incrémentale. On fait des petits pas vers quelque chose. C'est souvent la moins chère. Mais c'est pas garanti là, que ça va être les grands changements qu'on aimerait. Il peut y avoir de l'innovation de percée ou l'innovation radicale. Ça, c'est quand on arrive avec une nouvelle technologie, une nouvelle manière de faire, quelque chose de vraiment radicalement différent, comme dit le mot. Alors, disons, la biologie a inventé quelque chose qui, tout d'un coup, vient faire avoir un impact sur comment on voit l'intelligence artificielle. Boum! Là, il se passe quelque chose parce qu'on a un nouvel élément qui rentre. Alors ça, c'est une innovation de percée. Nous, comme designers, on est à l'affût de ce qui se passe dans les autres sphères de la technologie et des sciences pour voir si on ne pourrait pas importer de manière intelligente des innovations de percée qui pourraient servir nos clients. Ou il y a des innovations disruptives qui sont presque de l'innovation interne. Alors, l'exemple typique, là, ce sont toutes les manières de faire l'économie communautaire. Alors, les Airbnb, les Uber, on prend des choses qui existent, on le réarrange, on le fait différemment. Donc, il n'y a pas de nouveautés technologiques, il y a des nouvelles interfaces pour soutenir des nouvelles manières de faire, mais c'est vraiment une innovation qui est très basée souvent sur de la recherche UX pour voir qu'est-ce que les gens ont besoin, comment on pourrait le faire radicalement différemment, sans avoir à inventer un nouveau type d'algues, sans avoir à inventer, se faire ami avec un physiciste nucléaire. Fait que l'innovation disruptive, pour nous, en design, UX, c'est à la portée, c'est à notre portée. Alors, la 1 et la 3, très accessibles. Fait que, si on revient à la question, est-ce que le design thinking est un superpower ou une mode? Ben, en fait, c'est pas la panacée universelle. C'est-à-dire que ça répond pas à toutes les questions pour tout le monde. Je vole un petit peu de punch, mais je veux qu'on en parle un peu plus. Puis, c'est pas juste une mode, parce qu'on a besoin de ramener dans nos discussions cette manière-là de réfléchir, cette manière-là d'apprendre. Et puis d'aborder le design thinking pour qu'il livre l'innovation. Donc, ça aussi, on va en parler en plénière. Comment aborder le design thinking pour qu'il livre l'innovation? Alors, parlons un petit peu d'idéation. Parce que là, c'est là qu'on se trouve dans notre cycle à nous, mais c'est là qu'on se trouve dans le cycle du design thinking, un petit peu. Moi, j'en fais beaucoup d'ateliers de design thinking avec des clients. Et puis, typiquement, comment je fais ça, c'est que, on reçoit les gens, on va commencer par à présenter les uns aux autres qu'est-ce qu'on a trouvé dans les recherches préalables. On va faire un exercice de réchauffement. Après ça, on fait une première idéation. On fait une pause. Là, tout le monde est à ouf, première idéation, super, on a trouvé toutes sortes d'affaires. On fait une pause, on mange. Là, j'ai dit café, chocolat, n'importe quoi qui ressource puis qui garde le monde réveillé. Après ça, petit réchauffement, puis là, on fait la deuxième idéation. L'idée derrière ça, c'est que dans la première idéation, typiquement, j'utilise très, très, très souvent la proposition de valeur qu'on a fait la semaine dernière. Parce que elle est structurée, elle est rassurante. Quand on invite les gens à faire une idéation ou un atelier de design thinking, ils se préparent, ils ont quelque chose en tête, ils se disent « Ah, ben là, il faut résoudre tel problème. » Fait qu'ils commencent déjà à faire de l'idéation dans leur tête. Quand ils arrivent, là, ils ont quelques pièces de puzzle qu'ils veulent déposer à l'équipe, qui veulent participer. La proposition de valeur est vraiment géniale pour ça. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour aller plus loin. Ça fait du bien. Et typiquement, ça va nous amener
amener à de l'innovation incrémentale parce que ça va intégrer les insights de la phase de découverte. Ça va intégrer des choses qui étaient un petit peu prévisibles, ça va réparer des problèmes, ça va nous amener au standard on veut rejoindre. Mais est-ce que c'est assez pour vraiment dépasser la compétition? Des fois, non. Moi, j'aime, après ça, pousser mes clients à faire une deuxième idéation. Une idéation qui casse la baraque. Puis là, bon, évidemment, là, vous avez le résultat de ces choses-là si je l'avais fait en build-up. Là. Alors, c'est un exercice que vous connaissez probablement. On vous présente 9 points, puis on vous dit, bon, ben là, vous avez juste 4 lignes. Il faut qu'avec 4 lignes, sans jamais lever le crayon du papier, il faut toucher à tous les points. Comment vous faites? Ben, le truc, c'est de sortir au-delà du carré qui est créé par les 9 points. Et puis, c'est un petit peu ça, la deuxième idéation. C'est d'aller plus loin pour pouvoir voir si on avait vraiment toute l'option qu'on peut, si on avait vraiment tout l'argent, tout le temps, tout était possible, qu'est-ce qu'on ferait? Puis ça nous aide à recentrer notre projet dans un axe qui va aller loin, qui va être plus que juste du correctif immédiat, juste du patchage, en fait. Alors, là, souvent, ce qui arrive dans cette deuxième idéation-là, en fait, les idées neuves arrivent très tôt, puis là, on passe beaucoup de temps à dire, ben oui, ben non, on peut-tu faire ça? Ah oui, ok, on pourrait le faire. Ah non, Puis ça va nous amener souvent dans des espaces d'innovation de rupture ou des percées innovantes si on a inclus ou ajouté des technologies qui avaient pas cours dans cet endroit-là avant, mais quand même. Puis ça, c'est un espace où est-ce que, généralement, l'ensemble est plus grand que la somme des parties. C'est-à-dire que là où on s'en va, c'est plus large que juste de dire « Ah, OK, on voulait juste régler. » Évidemment, c'est pas un moment où est-ce qu'on se dit Ah, mais non, mais les budgets, c'est important. » Attendez une minute, les budgets. On va venir. Dans quelques slides, là, je vous explique. Fait que, typiquement, mon Dieu, ça, c'est difficile à comprendre quand on ne fait pas un build-up. Bon, mais alors, il y a différentes manières de faire des priorisations. On pourrait dire, si on regarde les rectangles rouges, on pourrait dire selon les manières de prioriser. Ici, c'est impact positif sur l'expérience utilisateur versus l'argent qui est dépensé. Là, c'est faisable, infaisable versus familier, innovant. Ben, on pourrait dire, OK, tout ce qui tombe dans le rectangle rouge, je le prends parce que là, c'est ce qu'il y a de moins cher. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est... faire une petite pause. Un petit instant. Encore. C'est toujours intéressant quand on se fait des surprises comme ça. Alors, puis là, on pourrait choisir de manière un petit peu aléatoire l'idée numéro 11, l'idée numéro 9, l'idée numéro 1, l'idée numéro 4. Qu'est-ce qu'elles ont en rapport ensemble? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elles coûtent pas trop cher puis elles ont beaucoup d'impact. Maintenant, quand on fait la deuxième idéation, puis là qu'on a une vision de où on s'en va, pour de vrai, parce qu'on a poussé, bien là, peut-être qu'on va s'apercevoir que la 11 et la 9, oui, ils fonctionnent bien ensemble, mais la 4, elle fonctionne super bien avec la 5. C'est sûr que la 5 coûte plus cher, mais c'est vraiment ces 4-là qu'on va aller ensemble pour vraiment aller chercher l'expérience qu'on veut. Fait que la deuxième idéation, elle nous aide à juger par rapport à la vue à long terme et puis l'expérience à long terme, pas juste par rapport aux sous, puis qu'est-ce qui est faisable. Donc, alors, les raisons... je vais prendre une pause rapidement, je vais aller bientôt. Souvent, il faut donner à notre groupe confiance. Il faut qu'ils aient confiance au processus. Il faut qu'ils utilisent des bons outils, pas les mauvais outils, parce que sinon, si on manque de confiance, si on utilise les mauvais outils, là, tout d'un coup, ce qui était un grand ouverture devient une toute petite ouverture, puis là, on manque le punch. Fait que, sur ce, on va sauter un petit peu. Là, je vais vous montrer. Là, c'était des photos que j'ai prises ailleurs, un petit peu plus... Alors, c'est Michaela Lewis, Myriam Sturdy, Nikolai Marquette qui faisait un atelier sur le design thinking, le dessin, puis qui reprend les mots de Bill Buxton.
puis qui dit, ouais, quand on trouve une idée, on ne sait pas où elle est sur la géographie des idées potentielles ou des meilleures idées. Puis là, mais par contre, si on prend plusieurs idées, éventuellement, on s'aperçoit, ah, c'est quoi la topographie de cette potentialité? Fait que ça, c'est une slide pour vous encourager à avoir beaucoup d'idées, de ne pas avoir peur, puis de bâtir l'une sur l'autre, parce que d'une à l'autre, c'est comme, ah oui, ah oui, ah oui. Puis si on en fait assez, on s'aperçoit alors qu'il y a une topographie différente, puis en fait, on va peut-être s'apercevoir qu'il y a plusieurs problématiques auxquelles on peut vraiment répondre, pas juste une seule. Puis donc, là, je prêche pour ma paroisse pour dire, ayez plusieurs idées à cause de ça. Donc, j'arrête ça ici, et puis on se reparle en plénière. Merci beaucoup.